Le moteur va bien, mais le logiciel dit non. C'est fou. Honnêtement, ça fait penser à une scène de film d'action. Tu dois désamorcer une bombe. Genre t'as un compte à rebours, et si tu mets pas le bon liquide, bam, la voiture de 80 000 € te laisse en plan. Imaginons un instant. Un véhicule roule tranquillement. Ouais. Et d'un coup, il s'arrête sur le bord de la route. Au tableau de bord, un seul message s'affiche, bien en rouge, aucun redémarrage du moteur possible. C'est vraiment le cauchemar absolu. Bah oui, parce qu'on pourrait se dire, bon, est-ce que c'est la fin du moteur? Est-ce que tout est cassé? Et en fait, ce n'est pas une simple erreur aléatoire. C'est l'un des problèmes les plus critiques du système AdBlue, ou le système SCR, qui peut carrément empêcher le démarrage du véhicule. Tout à fait. Et c'est exactement pour ça qu'on fait cette plongée aujourd'hui, au cœur des sources techniques, notamment des bulletins officiels de chez Jaguar Land Rover. Oui, parce que l'exemple de base, c'est une Jaguar F-Pace, un véhicule de luxe parfaitement entretenu, qui se transforme d'un coup en une brique de 2 tonnes. C'est ça. Le but de notre décryptage, c'est vraiment de démystifier tout ça. Parce que dans ce genre de panne, beaucoup de gens pensent que la solution est simple. On se dit, allez, je fais un reset de l'AdBlue et c'est réglé, quoi. Bah oui, un petit coup de valise, on appuie sur effacer les défauts et on repart. Sauf que la réalité est bien différente. Exactement. Dans pas mal de cas, ce fameux reset, il échoue lamentablement. Et c'est pas parce que l'outil de diagnostic est mauvais, c'est parce que le système a détecté un dysfonctionnement beaucoup plus profond. D'accord, donc on va vraiment décortiquer tout ça. Parce que honnêtement, de l'extérieur, c'est un peu absurde. C'est comme avoir un ordinateur ultra performant qui refuse de s'allumer, pas parce que le disque dur est mort, mais juste parce qu'on a oublié de vider la corbeille. C'est ridicule. Ouais, c'est une super analogie. Et pour comprendre pourquoi la machine prend le contrôle comme ça, en fait, il faut d'abord regarder ce qui coule dans ses veines, ce fameux liquide AdBlue. Bah justement, parlons-en. Parce que le nom AdBlue, ça fait très genre produit de haute technologie, super complexe, mais au final, c'est quoi exactement? Alors chimiquement, c'est très strict. C'est encadré par une norme, la norme ISO 22241, et c'est un mélange très précis, 32,5% d'urée pure et 67,5% d'eau déminéralisée. D'accord. Et son seul job, c'est de déclencher une réaction chimique. Quand il est pulvérisé dans l'échappement, l'urée libère de l'ammoniac, et cet ammoniac va transformer les oxydes d'azote toxiques, les fameux NOx, qui causent le smog, en azote inoffensif et en vapeur d'eau. Ok, donc c'est hyper efficace pour l'environnement. Mais du coup, une question très naïve, Vali? si c'est composé à presque 70% d'eau, imagine, on est en panne sèche au milieu de nulle part. Pourquoi on pourrait pas juste prendre une bouteille d'eau minérale ou de l'eau du robinet et en verser un peu dans le réservoir juste pour dépanner et rentrer chez soi? Ah ça, c'est la fausse bonne idée par excellence. Et ce qui est fascinant ici, c'est la fragilité du système. En fait, l'eau du robinet ou l'eau en bouteille contient des minéraux, du calcium, du magnésium, ce genre de choses. Ouais, logique. Eh ben, ces minéraux, c'est un poison mortel pour les métaux rares qui tapissent le catalyseur SCR. Si tu mets de l'eau normale, avec la chaleur, ces minéraux vont littéralement calcifier et boucher le catalyseur de l'intérieur. Ça détruit le système. Ah ouais? Donc une simple bouteille d'eau peut détruire une pièce qui coûte, des milliers d'euros? C'est ça. D'où l'importance de l'eau totalement déminéralisée. Mais cette forte présence d'eau, ça pose un autre problème énorme. L'eau, ça gèle. Ouais, ça gèle à 0 degré normalement. Voilà, mais ce mélange spécifique a un point de congélation à moins 11 degrés. Sauf que moins 11, en hiver, ça arrive vite. Du coup, les ingénieurs ont dû intégrer tout un réseau de radiateurs électriques, des résistances de chauffage, dans le réservoir et les tuyaux, pour dégivrer le liquide avant même que le moteur ne démarre. Attends, donc le système doit se réchauffer lui-même avant de pouvoir fonctionner. C'est super fragile en fait. Totalement, c'est une usine chimique miniature hypersensible. Et vu que c'est si crucial, quand ça tombe en panne, la machine prend des mesures drastiques. Et c'est là qu'on entre dans la norme Euro 6. Ah oui, le fameux verrouillage numérique. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment on passe d'un système fragile à une voiture qui refuse de démarrer? En fait, sans AdBlue, un moteur diesel moderne, c'est une véritable cheminée mobile. Il crache énormément de pollution. Donc la loi a imposé un compte à rebours psychologique. Un compte à rebours? Ouais, tu commences à voir des alertes à 2400 km, puis à 1600, puis à 800 km. Le message devient de plus en plus agressif, jusqu'à atteindre 0. Et à 0 km, l'ordinateur bloque carrément le démarreur. Le moteur va bien, mais le logiciel dit non. C'est fou. Honnêtement, ça fait penser à une scène de film d'action où tu dois désamorcer une bombe. Genre t'as un compte à rebours, et si tu ne mets pas le bon liquide, bam, la voiture de 80 000 € te laisse en plan. C'est violent comme méthode. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est ce qu'on appelle un veto écologique. Le législateur s'est dit, si on met juste un petit voyant orange sur le tableau de bord, la nature humaine fait que les gens vont l'ignorer pour économiser le prix du liquide ou de la réparation. Ouais, clairement. On a tous roulé avec un voyant moteur allumé pendant des semaines. Exactement. Donc pour éviter ça, la loi force le blocage. C'est la santé publique qui prime sur le confort individuel du conducteur. D'accord, je comprends l'idée. Mais du coup, ça crée une anxiété énorme chez les conducteurs. Dès qu'ils voient l'alerte à, disons, 400 km, ils paniquent. Et le pire, c'est que cette panique aggrave parfois le problème. Dans nos sources, on a l'analyse détaillée du bulletin technique de la Jaguar F-Pace, justement. Un conducteur voit qu'il lui reste, disons, 390 km. Il achète un bidon d'AdBlue et il remplit le réservoir à ras-bord. Il force pour que chaque goutte rentre. Et là, surprise, il met le contact et la voiture lui dit toujours que c'est vide. C'est exactement ça. L'alerte reste allumée. Mais comment c'est possible? Le réservoir déborde, comment la voiture peut croire qu'il est vide? C'est le flotteur qui est coincé? C'est là que c'est vicieux. Il n'y a pas de flotteur mécanique dans ces voitures. La F-Pace utilise un capteur à ultrasons. Un capteur à ultrasons, comme un radar de recul en gros. C'est un peu le principe d'un sonar, oui. Le capteur émet une onde sonore vers la surface du liquide et il attend que l'écho revienne. En calculant le temps de retour, il sait à quel niveau est le liquide. Oh, d'accord. C'est comme une chauve-souris dans une grotte en fait. Elle crie, le son rebondit sur les murs et elle sait où elle est. Exactement. Mais pour que l'écho rebondisse correctement, il faut une limite physique entre le liquide et l'air, une poche d'air au-dessus du réservoir.
Et quand notre conducteur remplit le réservoir à ras-bord, Ah, je vois. Il supprime la poche d'air. C'est comme mettre la main sur la bouche de la chauve-souris en fait. Le son n'a plus la place de rebondir. c'est tout à fait ça. Le capteur est physiquement fonctionnel, mais il devient complètement aveugle. Le logiciel, de son côté, il est programmé pour être super pessimiste. S'il ne reçoit pas de signal clair, il se dit qu'il y a un défaut. Et boum, il enregistre un code d'erreur, genre P2003B ou P21C5, et le compte à rebours continue. Mais c'est dingue. Donc la voiture est pleine, mais elle s'est mise en sécurité. Et comment on règle ça du coup? Faut changer le réservoir? Eh ben non. Et c'est là que la solution est incroyablement frustrante de simplicité. Il suffit de prendre une seringue et d'aspirer environ 2 litres de liquide du réservoir. Attends, vraiment? Juste enlever du liquide? Oui, ça recrée la poche d'air, le capteur retrouve la vue, et l'ordinateur annule le blocage instantanément. Waouh. C'est l'ironie totale de la surabondance. À vouloir trop bien faire, on crée la panne. C'est ça. Mais ça, c'est le scénario facile. Il y a un autre cas, beaucoup plus complexe. C'est quand le niveau est bon, que le capteur marche bien, mais que d'un coup, le tableau de bord affiche mauvaise qualité de l'AdBlue. Ah, avec le fameux code P2BAE. Mais l'ordinateur, il n'a pas un petit laboratoire intégré pour goûter le liquide si... Comment il sait que la qualité est mauvaise? Bah justement, il ne le sait pas directement. Il le déduit. Le calculateur ordonne à la pompe de pulvériser l'AdBlue dans l'échappement. Et ensuite, il regarde les capteurs de pollution, les sondes NOx à la sortie. S'il voit que le niveau de gaz toxique ne baisse pas, il se dit « Ok, ma pompe marche, mais la pollution ne baisse pas, donc le liquide doit être de l'eau pure ou un liquide périmé. » D'accord. Il fait une déduction logique. Sauf que je parie que sa déduction est fausse. Dans 90% des cas, oui. Le liquide est parfait. Le vrai coupable, c'est la cristallisation. Ah, moi j'appelle ça le cholestérol dans les artères du moteur. C'est une excellente métaphore. En fait, l'injecteur est situé dans une zone de chaleur extrême, près de l'échappement. Quand on coupe le moteur, il reste parfois une petite goutte de liquide. L'eau s'évapore avec la chaleur, et il ne reste que les 32,5% d'urée pure. Et saturée, elle devient quoi avec la chaleur? Elle se solidifie. Elle se transforme en cristaux blancs extrêmement durs. Ça bouche complètement le trou de l'injecteur qui est minuscule, fin comme une aiguille. Donc le liquide ne passe plus du tout. La pompe a beau pousser, les artères sont bouchées, et les gaz toxiques sortent sans être filtrés. Exactement. Et le logiciel, lui, il est aveugle à ça. Il conclut juste que le liquide est mauvais. Et là encore, pas besoin de remplacer des pièces hors de prix au premier abord. Il faut déboucher les artères. Voilà, ça demande un vrai nettoyage mécanique minutieux, souvent à l'eau chaude, pour dissoudre ces cristaux et libérer l'aiguille. D'accord, donc on a enlevé le surplus de liquide, on a débouché l'injecteur à l'eau chaude, la voiture est comme neuve. Est-ce qu'on peut enfin démarrer? Eh bien, toujours pas. Le veto numérique est encore actif. Non, c'est pas vrai. Si. Et c'est là que l'illusion du simple bouton reset s'effondre totalement. C'est pas un bouton magique. C'est ici qu'intervient le diagnostic avancé. Donc c'est là qu'on utilise un outil pro, comme le Diagzone Pro par exemple. On ne peut pas le faire avec un petit lecteur de code de base acheté sur internet. Impossible. Il faut passer par un protocole super strict en 3 étapes. Et la première, c'est de réinitialiser le verrouillage de démarrage, ce qu'on appelle l'inhibition SCR. C'est juste pour dire à la voiture, j'ai réparé le truc. Ok, étape 1, c'est fait. Mais l'ordinateur a une excellente mémoire. Si tu essayes de démarrer, il va se souvenir qu'hier, le liquide était mauvais. Donc il faut forcer l'étape 2, la réinitialisation du moniteur de qualité, pour lui effacer complètement la mémoire. Ah, donc on repart d'une page blanche, le pardon numérique. C'est ça. Mais la machine est exigeante, elle ne te croit pas sur parole. D'où la 3e étape, le test d'amorçage et de pression. Et c'est quoi ce test non-temps? Parce que j'ai vu dans la doc que la machine demande à la pompe de monter à une pression de 5 à 6 bars pendant plusieurs minutes. C'est énorme. Pourquoi imposer un test aussi violent juste pour prouver que ça marche? À 2 ou 3 bars, le liquide coulerait quand même dans le tuyau, non? Il coulerait, oui, mais c'est une question de physique pure et d'atomisation. Si la pression est trop basse, à 2 bars par exemple, le liquide va sortir sous forme de grosses gouttes lourdes. Et ça pose problème. Oui, parce que quand ces grosses gouttes tapent le métal de l'échappement qui est à 300 degrés, l'eau s'évapore d'un coup, mais le cœur de la goutte s'écrase sur le métal. Et boum, ça recrée instantanément les fameux cristaux blancs qu'on vient juste de nettoyer. Ah ouais, le fameux cercle vicieux. Exactement. Alors qu'à 6 bars, la pression est tellement forte que le liquide est littéralement pulvérisé en un brouillard très fin, des micro-gouttelettes. Ce brouillard se mélange instantanément au gaz chaud et l'évaporation se fait en plein vol, sans jamais toucher les parois en métal. C'est brillant. Donc si le logiciel ne voit pas ces 6 barres de pression pendant le test, il refuse de lever l'interdiction de démarrage parce qu'il sait que le système va se reboucher dans les 10 km. C'est tout à fait ça. C'est une véritable symphonie mécanique. Ça demande des notions d'ondes sonores pour le capteur, de chimie pour la cristallisation et de thermodynamique pour la pression. Sans cette preuve matérielle, le veto reste en place. Bah ça résume bien la situation, c'est fascinant de voir qu'un message comme « aucune redémarrage du moteur possible » n'est presque jamais une vraie panne mécanique du moteur lui-même. Non, c'est le résultat d'un système hypersensible. Un système qui est coincé entre des réactions chimiques complexes, des lois environnementales hyper strictes et un logiciel qui peut parfois tirer des conclusions complètement fausses. Et le vrai pouvoir, au final, il n'est pas dans le fait d'avoir la valise de diagnostic pour appuyer sur Reset. Le vrai pouvoir, c'est de comprendre ce diagnostic sous-jacent, savoir ce qu'est la poche d'air, savoir comment déboucher l'injecteur. Et je dirais que cela soulève une question importante pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, au nom de l'environnement, on a tous accepté qu'une machine qu'on a payée très cher puisse s'arroger un droit de veto absolu. Ouais, elle refuse de nous obéir. Exactement, elle nous laisse bloquer sur le bord de la route. Alors on peut se demander, avec les objets connectés et les maisons intelligentes, dans quels autres domaines nos appareils vont commencer à nous désobéir pour faire respecter des règles sociétales. Ah ouais, le thermostat qui refuse de chauffer à plus de 19 degrés pour respecter une norme énergétique par exemple. Voilà, où s'arrête la propriété de l'utilisateur et où commence la conformité imposée par la machine. C'est vraiment la question qu'on doit se poser pour le futur. Une excellente réflexion pour terminer cette exploration. La frontière entre la machine à notre service et la machine qui nous surveille. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée avec nous et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse.